Fin novembre, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la Macronie. Le juge d'instruction Serge Tournaire, célèbre notamment pour avoir mis en examen Nicolas Sarkozy ou François Fillon, a commencé à enquêter sur l'aspect financier des campagnes Macron de 2017 et 2022. Le point de départ de son enquête est l'aide apportée par des collaborateurs du cabinet américain McKinsey, qui bénéficient de nombreux contrats avec l'État, au candidat Macron. Quand elle a appris que la justice enquêtait sur ces campagnes, la Macronie a tenté de montrer qu'il n'y avait pas de problème. Dès le lendemain, le président a réagi. J'ai appris, comme vous, par la presse, qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges. Ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite. Mais est-ce que vous craignez que la justice, au bout d'un moment, dise en effet c'était une forme de financement illégal que des gens de McKinsey travaillent pour cette campagne? Non, rien. Et après, vous savez, je m'en suis déjà expliqué des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Chacun a relayé ces éléments de langage. Il s'agirait d'une affaire McKinsey, pas d'une affaire Macron. Et pourtant, en coulisses, la Macronie est morte d'inquiétude. On vous explique pourquoi. D'abord, la justice va s'intéresser à une éventuelle minoration d'éléments comptables dans les comptes de campagne 2017 d'Emmanuel Macron, et notamment la non prise en compte d'aides en tout genre apportées en nature. Car selon les règles du financement des partis politiques ou des campagnes électorales, les candidats ne peuvent pas bénéficier d'avantages en nature issus d'entreprises ou plus généralement ne peuvent pas bénéficier de services gratuits. Tout avantage en nature doit être clairement notifié dans les comptes de campagne dans la rubrique dépenses. C'est pour enquêter sur ces avantages en nature que les juges ont perquisitionné McKinsey et le siège de Renaissance, mi-décembre dernier, souvenez-vous. Des perquisitions ont été menées ce mardi au siège du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance et du cabinet de conseil McKinsey. Ces perquisitions entrent dans le cadre de 2 informations judiciaires ouvertes en octobre, l'une d'elles portant sur le rôle de ce cabinet dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. La justice cherche à savoir si le cabinet n'a pas fait bénéficier au candidat Macron de travaux et d'expertises qui auraient dû être comptabilisés dans les dépenses de campagne. La justice enquête également sur l'augmentation du nombre de contrats passés entre l'État et McKinsey entre 2018 et 2021, afin de savoir si l'entreprise avait été favorisée par l'exécutif français. Mais au-delà de McKinsey, en 2017, le candidat Macron avait bénéficié durant sa campagne d'autres avantages en nature, comme l'avait déjà remarqué dans son rapport la commission des comptes de campagne. Celle-ci avait noté un pourcentage anormalement élevé de ristournes proposées par des prestataires. Mais pour Emmanuel Macron, ce n'est pas le seul souci, car il y a d'autres zones d'ombre dans sa campagne 2017. Et vous allez voir, ce qui s'est passé lors de cette présidentielle n'a rien à voir avec le récit qui en a été fait jusqu'à présent. Pourquoi Emmanuel Macron avait-il besoin de ristournes si nombreuses ? C'est que contrairement à une idée reçue, le candidat du Nouveau Monde a subi de graves difficultés financières sur sa campagne. Au départ, Emmanuel Macron avait organisé de nombreuses levées de fonds, des dîners de fundraising auprès d'entrepreneurs, de banquiers d'affaires, de consultants en tout genre. Quand Macron démissionne de son poste de ministre de l'économie en 2016, son équipe pense pouvoir récupérer de cette manière entre 10 et 13 millions d'euros. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'équipe Macron n'a pas réussi à empocher le pactole espéré dans les temps. Car les fameux grands donateurs, tant mis en avant dans les médias depuis que la justice a commencé à s'intéresser aux comptes de campagne du candidat Macron, n'auront permis de couvrir que moins d'un quart du budget de la campagne. Oui, vous avez bien entendu, ce qu'on présente généralement comme une exceptionnelle levée de fonds du candidat du Nouveau Monde, une pluie de dons, n'aura en fait permis de couvrir qu'une toute petite partie de ses dépenses de la campagne. Pour le vérifier, il suffit de consulter la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. On y trouve des documents fort instructifs. Avec seulement 1 million d'euros de dons venant de l'association de campagne et seulement 4,2 millions d'euros de dons issus d'En Marche, les dons de particuliers, notamment les fameux grands donateurs, n'ont donc permis au candidat Macron de ne récupérer que 5,2 millions d'euros sur un budget total de 16,8 millions d'euros. La différence, près de 11 millions d'euros, a été financée par des prêts bancaires. Dans mon enquête de la semaine pour Off Investigation,
je reviens sur les personnalités qui ont aidé le candidat Macron à obtenir ses prêts. Des personnalités qui sont dans l'environnement de la banque Rothschild et de l'opération Alstom. Aurait-elle aidé Emmanuel Macron à financer sa campagne pour le remercier d'avoir vendu Alstom aux Américains en 2014 ? Début 2019, le député LR Olivier Marleix avait dénoncé un pacte de corruption dans la campagne Macron de 2017. Olivier Marleix a découvert un élément troublant. Certaines personnes ayant bénéficié de la vente d'Alstom figuraient aussi dans la liste des donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je trouve extrêmement troublant qu'on puisse établir des connexions entre des gens qui ont bénéficié de cette vente et le fait que ces personnes aient pu jouer un rôle dans le financement de sa campagne, soit en tant qu'organisateur de dîners de levée de fonds, soit en tant que directement donateur. Ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un signalement auprès du parquet de Paris pour ces faits qui sont effectivement pour le moins troublants et qui posent question. Mais pour l'instant, Olivier Marleix, devenu entre-temps patron des députés LR à l'Assemblée nationale, n'a pas fait le lien entre les bénéficiaires de l'affaire Alstom et les personnalités ayant aidé Macron à décrocher ses prêts. Arnaud Montebourg avait lui aussi beaucoup critiqué le rôle d'Emmanuel Macron dans la vente d'Alstom, souvenez-vous. Alstom n'existerait pas sans l'État. Qui commande les centrales nucléaires? Qui commande les TGV? Qui commande les trains express régionaux, les régions? Donc, c'est à nous de contrôler ça. Puis on a besoin d'être indépendant. Arnaud Montebourg non plus ne s'est pas encore intéressé à ces personnalités proches de Rothschild ou d'Alstom qui ont débloqué les prêts bancaires de Macron à la fin de sa campagne. Peut-être parce qu'elles remettent un peu en question le mythe d'une campagne financée uniquement par des grands donateurs. Et il y a encore plus troublant. Ces 5,2 millions d'euros de dons de particuliers, Emmanuel Macron les a principalement obtenus au cours de l'année 2016. Or, début 2017, à 4 mois du premier tour de la présidentielle, cette somme a déjà été largement consommée. On le comprend à la lecture des Macron Leaks. Dans un mail de l'un des responsables de l'équipe financière au Trésorier d'En Marche, Cédric O, que j'avais évoqué dans mon livre Le Grand Manipulateur, on apprend qu'au 31 décembre 2016, seulement 3,82 millions d'euros ont été obtenus au détour de dîners réseau. Avec les financements participatifs sur Internet, les fonds collectés ne dépassent pas 5 millions. Fin 2016. Début 2017, tout est donc bon pour faire des économies. C'est là qu'on retrouve la pluie de ristournes constatée par la commission de comptes de campagne. Mais cela ne suffit pas, car l'équipe Macron est confrontée en pleine campagne à un véritable trou de trésorerie, une grave impasse financière. Comme le Canard enchaîné va finir par l'écrire au détour d'un article publié à l'automne 2021. On est bien loin d'une pluie de dons issus des grands donateurs. Certes, Macron obtiendra finalement pas mal de dons, près de 10 millions d'euros, mais après son élection. C'est ce que montrait en 2019 une enquête de la cellule investigation de Radio France. Certains ont encore donné après la campagne. En fait, ce n'est pas certains, c'est la majorité des bienfaiteurs et donateurs qui ont donné après la campagne. Un peu comme les prêts bancaires qui n'ont été obtenus qu'en toute fin de campagne. Alors comment l'équipe Macron a-t-elle comblé ce qui ressemble dans la comptabilité à un trou financier? Comment a-t-elle assuré sa trésorerie entre janvier et avril 2017? Par du cash? Off Investigation avait évoqué cette hypothèse dans le web documentaire de Yanis Mandi, consacré au voyage d'Emmanuel Macron en Algérie durant sa campagne 2017. Souvenez-vous. 13 février 2017. Le candidat d'En Marche arrive à Alger pour une visite express de 2 jours. Accueilli par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, il est reçu avec les honneurs d'un chef d'État. Bonjour, je viens vous voir après. Mon ami. En plus des officiels, Emmanuel Macron va prendre le temps de rencontrer le Forum des chefs d'entreprise, le FCE, l'équivalent algérien du MEDEF. À sa tête, Ali Haddad, surnommé le patron des patrons. Cette main tendue du candidat d'En Marche au milieu d'affaires algérien intervient dans un contexte bien particulier. En ce début 2017, Emmanuel Macron sillonne la planète pour inciter de riches donataires à financer sa campagne. Mais de Londres à Singapour, en passant par Beyrouth, il ne récoltera qu'environ 5 millions d'euros. Quand il se rend à Alger en février 2017, les caisses d'En Marche sont pratiquement vides. C'est d'autant plus problématique que les banques rechignent alors à lui débloquer des prêts. À Alger,
Emmanuel Macron va rencontrer les uns après les autres, souvent secrètement, les hommes d'affaires les plus puissants du pays. Le 13 février au soir, il dîne discrètement avec Issa Brebrab, première fortune algérienne qu'il avait connue lorsqu'il était ministre de l'économie, car Brebrab possède des actifs en France. Le candidat Macron a-t-il reçu à ce moment-là l'aide d'oligarques algériens, dont certains proches d'Alexandre Benalla? Selon une source algérienne proche des services de renseignement, le président du Forum des chefs d'entreprise algériens aurait effectivement incité ses collègues à financer le candidat Macron. Il ne sait pas qu'il est enregistré. En 2017, ils ont organisé la visite de Macron à Alger. C'était le patronat, à la tête du patronat, c'était Haddad. Et les gens du patronat, ils ont tous mis la main à la poche pour le financement de le truc. Tous, sans exception. Celui qui dit non, il aura des problèmes. D'accord? Donc, ils ont tous mis... donc, Haddad, c'était qui fait la collecte. D'accord? Contacté alors, l'Élysée ne nous avait donné aucune réponse. Mais fait troublant, le voyage de Macron à Alger eut lieu en février 2017, au moment même où le candidat du Nouveau Monde faisait face à une impasse financière. Et c'est juste après que du cash aurait massivement circulé dans la campagne. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'enquête du juge Serge Tournaire sur les comptes de la campagne 2017 inquiète autant la Macronie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mon enquête en 2 volets sur offinvestigation.fr.